sur des choses qui ont rapport avec Gauguin, qui est notre sujet du jour. Et encore, quand il y a une petite vignette, je vais m'appuyer sur ce livre pendant au moins 2 cours. Demain, on parlera de Rodin et de sa façon justement de travailler sur des nouvelles références. On a vu que Van Gogh en avait des nouvelles avec l'Asie. Van Gogh et Gauguin vont se croiser et c'est les estampes japonaises de Van Gogh qui vont marquer Gauguin. Même si dans ce qu'on va voir aujourd'hui, le Gauguin que vous voyez ici est un homme tout à fait passionnant, mégalo, précieux et génial en même temps parce qu'il va, et pour une fois ce ne sera pas en 3 fois, ce sera en 5 morceaux, changer l'histoire de la peinture, changer l'histoire de l'art en entier, même avec ce rapport particulier qu'il a à lui-même, à son image et aux gens qu'il va aller visiter. Donc ce livre s'appelle De l'exotisme aux arts lointains de Lionel Richard. J'en parlerai après-demain puisqu'il s'agira avec Douanier Rousseau de voir encore un ailleurs et après-demain de regarder ce que c'est que l'ailleurs et l'exotisme dont on parle. Puisque chez Gauguin, il est à la fois, alors c'est le moment de commencer à vous le lire, dans l'Occident aux connaissances avancées, la révélation de communautés humaines radicalement différentes des Européens par leur physique, leur forme de vie au-delà des mers, engendre la naissance d'une qualification nouvelle. Le mystère des lointains s'agrège à la différence, le lointain se colle à la différence, pour que soit baptisé exotique, cette étrangeté jusque-là non connue, donc sans nom. Les grandes découvertes du XVe, du XVIe siècle en sont la source, mais autre monde, autre mot, c'est le mot exotique qui est en train d'arriver, qui va passionner Gauguin. Tout ce qui est inhabituel à l'occidental, des plantes, aux parfums, aux aliments, vaut dès lors pour exotique. Et vous comprendrez qu'on va questionner ce sujet qui est au cœur de Gauguin aujourd'hui, mais des 3 séances avec Douanier Rousseau et avec cette représentation qui va avec les découvertes lointaines, les explorateurs qu'on a croisés, mais aussi les peuples sauvages qui sont tout doucement transformés en primitifs au XIXe siècle. Primitifs sauvages, la distinction est simple, le sauvage est sans écriture, vivant à l'état de nature. Celui qui serait primitif aurait un début d'écriture. Et dans ce gros sac, parce que là c'est vraiment, leur production semble bizarre, elles vont s'appeler exotiques, qu'on soit maori, kanak, mangbetu, mais autant que arabe, chinois, japonais ou turc. Voilà, avec une petite dose de mépris dedans, c'est-à-dire exotique, ça reste dans les fruits, les parfums, quelque chose d'un peu séduisant, un peu inattendu, qui va faire un déplacement pour nos repères, mais en même temps, il y a une petite dose qu'on met du temps encore à comprendre aujourd'hui sur la partie de mépris qu'il y a dedans. Et une chose que précise Lionel Richard, je vais parler de lui pendant 2 cours, mais j'en reparlerai encore quand on verra Les Fauves, et l'expressionnisme allemand, qui est un intérêt pour la peinture vraiment brutal. Lionel Richard précise quand même dans une note importante que vous connaissez peut-être, la plus ancienne des écritures, puisque ceux qui seraient sauvages, c'est ceux qui n'ont pas d'écriture. La plus ancienne écriture, ce sont les Sumériens 4e et 3e millénaire avant Jésus-Christ, mais il faut quand même préciser que 2 régions d'Afrique connaissent l'écriture autochtone, les Vaïs de famille Mandé, 200 000 habitants de la région côtière du Libéria et de la Sierra Leone, utilisaient une écriture d'environ 100 signes syllabiques. Celle-ci était recueillie par le lieutenant américain Forbes au Libéria en 1849. D'après Maurice Delafosse, elle aurait été pratiquée depuis le début du XVIIIe siècle. C'est parce qu'on a longtemps pensé, je vous l'ai raconté, puisque c'est le cœur de notre sujet, l'histoire s'accélère, et donc il y a des gens qui seraient hors de l'histoire, d'une histoire préhistoire où il n'y aurait pas d'écriture. Eh bien non, il y a eu de l'écriture en Afrique, on en parlera dans 2 cours. Les objets exotiques témoignaient de la vie des populations d'outre-mer, mais au début, dans les ports, les marins rapportent ça comme des curiosités, et puis des gens se mettent à les collectionner. Le mot exotisme apparaît en 1845, Gauguin naît en 1948. Et puis, une précision enfin dans cette introduction de Lionel Richard. En 1906, l'écrivain d'origine belge André Reuters a bien résumé ce qu'il faut entendre. L'exotisme, c'est notre songerie longuement penchée au-dessus d'un atlas. Notre songerie longuement penchée au-dessus d'un atlas, c'est-à-dire l'exotisme est imprécis, ne s'intéresse pas, et c'est le tort qu'on peut donner à Gauguin. Il va aller en Martinique, il va aller à Tahiti, il va aller à Panama, et il va aller en Bretagne, et tout sera exotique. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment ce vocabulaire extérieur à la peinture va modifier son regard à lui, sur lui-même,
et va modifier le vocabulaire de l'écriture picturale en général. Cet exotisme passe par la littérature, la peinture, l'image illustrative, la photographie. À partir de 1865, on était 10 ans après l'expo consacrée à Delacroix, on est en plein, juste 2 ans après le Manet du déjeuner sur l'herbe. En 1865 environ, il devient sommet culminant, cet exotisme, avec les romans de Pierre Loti, le départ de Paul Gauguin en Polynésie, la marque positive d'une expatriation par l'imaginaire. Il s'agirait de sortir de ce monde classique, en fait. On va voir que Rodin en sort d'une autre façon demain, hier Van Gogh en se frottant au Japon, et d'une bienveillance paternaliste envers les coutumes de populations d'outre-mer. Il y a le roman Dominique de 63 de Fromentin, et puis où il parle de paysages exotiques dans son journal Une année dans le Sahel en 1858, qui va avec toute la peinture orientaliste dont on a dit que vous pouviez la voir au musée d'Étampes. Et écoutez peut-être chanter Tea in the Saham de Police. Le critique Charles Blanc rend compte au salon de 1869 l'ethnographie est la grande ressource des peintres de genre. Il faut à notre curiosité blasée l'intérêt de mœurs particulières, le piquant de couleurs locales et des physionomies auxquelles nous ne sommes pas encore entièrement habitués. Voilà. Et d'où vient cette idée-là? Eh bien, il s'agit de sortir en fait de cette société industrielle, de cette Ségalen le dit et on va le retrouver tout à l'heure en lecteur de Gauguin, les moyens d'usure de l'exotisme à la surface du globe, tout ce qu'on appelle progrès. L'exotisme, c'est une façon de sortir de cette quête du progrès sans fin. Et les 5 étapes qu'il nous faut voir maintenant, parce que vous savez sans doute que cet exotisme donne des petits films sur Gauguin, il y en a 3, avec Vincent Cassel tout à fait... Attendez, tac. Avec Vincent Cassel, un autre à Oviri avec Donald Sutherland, et un plus ancien avec le Van Gogh de Minelli, Kirk Douglas à gauche et Anthony Quinn à droite. L'intuition assez bonne de Minelli, c'est ce Gauguin mauvais garçon, un peu pas très correct. Le seul coup d'œil génial du film de Deluxe, c'est de mettre cette espèce de Vincent Cassel comme rebelle, c'est-à-dire un têtu qui veut rien entendre. Sans doute, ce Gauguin est juste psychologiquement. Par contre, il reste attaché à tout cela, cette idée d'un exotisme et un oubli. Pas seulement, c'est difficile de juger un homme de 1880 qui épouse une Tahitienne de 13 ans. Voilà. C'est-à-dire difficile de le juger dans le contexte de l'époque. Il faut se pencher sur ses lectures, ses écrits, ses récits. Par contre, aujourd'hui, faire un film et ne pas ne le présenter que comme une histoire romantique entre eux, c'est aller un peu vite en besogne. On attend de la façon de regarder, de la façon de montrer, un regard qui mette une distance. Les 5 étapes de la vie de Gauguin, j'ai beaucoup d'images à vous montrer et j'ai peu de choses à vous raconter. On va regarder en fait. Gauguin, tout d'abord, vient et grandit. Sa mère est péruvienne et sa grand-mère est Flora Tristan, une femme d'importance. Au Pérou, on l'oublie souvent, mais dès 1850, il y a beaucoup de Chinois. Et vous savez peut-être qu'à la fin du XXe siècle, un président d'origine chinoise a dirigé le Pérou. Gauguin s'y retrouve, son père meurt pendant un voyage au loin. Il s'engage comme marin de 65 à 71 et il va voir Rio de Janeiro, Valparaiso, ça c'est Rio, pardon, l'Antarctique. J'ai pris des images qui permettaient de situer un peu cet ailleurs, qu'il va voir de façon très concrète. En étant marin, c'est quand même une drôle de regard sur Valparaiso. Londres est aussi un endroit d'où il embarque. Et puis, après cette fin, il a participé à la guerre de 70 en tant que marin. Il s'arrête, j'ai pris le tableau de Degas sur les marchés à la bourse, puisqu'il va travailler en bourse de 71 à 82, c'est-à-dire 11 ans de suite, être agent de change, avoir des enfants avec Maître Gauguin, une Danoise, qu'il abandonnera par la suite sans argent et en partant au loin. Donc, on a un homme qui fait pas semblant d'être un rebelle, il laisse tout tomber et tout ce qui est autour de lui n'a pas d'importance. Il est profondément égocentrique, mais de cet égocentrisme-là, il va
chercher dans l'ailleurs un vocabulaire nouveau. Quand on regarde les peintures du début, voilà, à la question qu'on m'a posée, est-ce qu'il faut étonner, on a un Gauguin qui regarde la peinture de son temps, voilà, celle de Barbizon, on est dans la forêt de Saint-Cloud, avec des petites toiles, il apprend par lui-même. Il va voir l'exposition de 74 impressionniste, et on voit que la rencontre avec l'impressionnisme et avec Pissarro, qui est un magnifique passeur finalement, il va petit à petit avoir une palette qui est un peu plus claire, un peu plus relevée, un autoportrait, peint en extérieur sur les quais de Grenelle, série de poules, voilà, des choses qui sont des paysages qui sont à la fois dans une touche plutôt école de Barbizon ou une touche qui pourrait être impressionniste. On est en 75, hein, l'impressionnisme est là. Gauguin, c'est plutôt les années 80-90, il meurt en 1903, donc il va connaître le XXe siècle. Là, on a une observation de la lumière qui s'affine. Et puis voilà, on commence à voir la différence avec de la couleur forte euh, qui joue avec les contrastes, puisque la lumière vient de la gauche et on est en contre-jour. On devra avoir des choses plus foncées, plus brunes. Et là, le vert revient assez fort. Il est stimulé par des zones de couleur autour. Et puis ces zones de couleur fortes, la complémentaire rouge et vert, sont soulignées par des petits traits jusqu'à cette petite passionnante rythme de zébrure derrière. On voit que la leçon de Pissarro va compter, on va en extérieur. Il rencontre, et cette rencontre est merveilleuse à tout point de vue, deux gars qui, en voici, fait des monotypes, j'en avais pas montré beaucoup, des gravures qui vont passionner Gauguin, puisque cet homme, Gauguin, va travailler tous les matériaux, tous les outils possibles à toutes les époques de sa vie. Et ce qui est très étonnant, voilà, les gravures que fait Gauguin en rencontrant Marie Cassatt, je vous l'avais montré, un jeu de dessin puis de retravail. Degas va imposer Gauguin à l'exposition des impressionnistes de 79, 80, 80, 82. C'est très étonnant parce que là, on a un Degas qui est capable de collectionner, de comprendre une peinture qui n'est pas la sienne, qui est loin de la sienne, et même de l'acheter, en fait. C'est ça qui est très fascinant. Degas est, je vous l'ai dit, conservateur, mais dans ses goûts, dans ses intuitions, à mon sens, à la force d'un Manet, et finalement moins connu que lui en tant que bascule vers l'époque moderne et vers un nouveau langage. C'est pour ça que je l'ai mis dans ce chapitre-là. J'ai oublié de dire sur Degas, l'étrangeté qui va passionner Gauguin, c'est aussi, on la retrouve dans cette sculpture de petite danseuse de 14 ans où Degas met un vrai tutu, ce qui est sur une cire. C'est tout à fait incongru en fait. Et l'incongruité va passionner Gauguin. Voilà des paysages en extérieur, une façon de travailler qui fait bien penser par les cadrages, par la décadrage, par les faits de mettre des éléments en premier plan très importants, et même dans l'incongruité, une paire de sabots sur le côté a des choses impressionnistes, mais une petite touche propre à Gauguin. Voilà, avec Manet, on avait compris qu'un nu n'est pas forcément en train d'être allongé, en train de recevoir des fleurs, mais encore moins en train de coudre, avec un drapé bizarre sur le devant et une mandoline sur l'arrière-plan. C'est toute le côté mise en scène théâtrale de la peinture a disparu. On montre les arrière-cours et c'est presque sordide. On a des façons de composer qui sont très étonnantes. On a du mal à lire l'espace qui est derrière. Il a tendance à venir devant. On a une confrontation vraiment tout impressionniste. On a déjà fait la première bascule sur les 5 avec la fenêtre dans le fond qui est presque un tableau dans le tableau, alors qu'il y a un tableau à droite, et une belle nature morte assez simple. J'en parlerai l'année prochaine. Venez en histoire de l'art. La façon dont le travail sur les objets est une possibilité d'enquêter sur la peinture elle-même. On n'est pas loin ici, et il sera dans la zone alentour de Cézanne. Il participe donc à cette 6e exposition où Degas l'impose avec Marie Cassatt, Forain. Monet a déjà disparu, et Zando Meneghi, qui est un autre peintre un peu virtuose. Pissarro est toujours là. Voilà, on a une palette qui s'est très très ouverte, une touche libre, et Gauguin va rejoindre régulièrement Pissarro pour des choses qui sont très enlevées, déjà très abstraites, hein, déjà très difficiles à lire. On a des bouts de mur qui nous font penser à la brouette dans l'ombre de Pissarro. On a des morceaux de peinture en fait qui font que on reconnaît à peine le personnage près de l'eau en train de jouer avec des canards que vous chercherez à l'occasion, et cet effet de
presque de champ contre champ, si j'osais, qu'on retrouve chez Orson Welles, avec un très gros plan, puis avec un très grand arrière-plan qui fait des décadrages invraisemblables, à tel point qu'on est presque dans un tableau dans le tableau. Voilà, les personnages au premier plan sont décentrés, et même le morceau de papier peint de ce petit garçon qui dort, de cette petite fille et de sa poupée sur le premier plan vole la vedette au personnage, et le papier peint lui-même redevient, comme on l'avait presque vu au tout début, c'est un peu audacieux, mais dans l'arrière-plan du Marat de David, tout un morceau qui devient de l'abstraction. Il y a beaucoup d'abstraction chez Gauguin, elle est déjà présente et on va la rechercher, mais même si c'est en 1910-15 qu'elle va arriver officiellement. Voilà, jouer avec le cadre, associer deux personnages qui ont un point commun, le sculpteur et son fils, mais le passage de l'un à l'autre par le premier plan et le jeu sur le cadre qu'on retrouvera très bientôt. Des cadrages qui pourraient faire penser à Caillebotte. J'arrête pas de vous montrer la rue de pluie avec ses effets de décadrage incroyables, puisque on a presque. C'est comme si vous preniez une photo avec vos chaussures qui dépassent et vous êtes au-dessus et là vous êtes en dessous. Voilà, la perspective est complètement biaisée. On se retrouve avec des choses qui commencent à devenir très abstraites. Gauguin rejoint Pissarro à Rouen, où il va peindre des choses, voilà, l'effet de cadrage, de décadrage est très très fort. J'avance un peu, vous aurez l'occasion d'en fouiller, il y en a beaucoup, beaucoup. Et la couleur se libère, devient importante. Le jeu avec le cadre qui permet je l'ai dit, de jouer avec l'effet de tableau lui-même, qui est pour moi propre à la modernité, un jeu de représentation. On a compris qu'on est devant une peinture et c'est la première leçon vue par Pissarro, changer la couleur, changer la palette. La seconde, c'est celle de cet impressionnisme qui lui fait être libre dans la façon de composer et de décadrer. Alors, troisième étape, puisque là, on a avancé assez vite, encore des peintures dans les peintures, où il peut mettre sa signature tout en haut et jouer avec ça. Des morceaux qui font que je finirai par parler de ça, le kitsch, voilà, le mauvais goût. Est-ce que la petite céramique qui est derrière est un papier peint? Est-ce qu'elle est horrifiée par la peinture elle-même? Elle peut. On a une sorte de grande liberté de motifs qui fait qu'on ne sait plus les reflets dans l'eau, les objets. Est-ce que ce sont des petites figurines presque? Voilà, Gauguin est revenu voir Met et la quitte. Il abandonne toute sa famille en 85. Il va partir une première fois à Pont-Aven en 86, en pleine Bretagne, et étonnamment chercher dans cet endroit un peu isolé où il y a peu de civilisation, de grandes villes en fait, aujourd'hui encore d'ailleurs. Hein. Et ce qu'il dit en 86 est passionnant. Voilà, une chose qui m'intéresse quand les artistes donnent à penser, on peut à partir de ces petites phrases comprendre mieux ce qu'il dit. J'aime la Bretagne, j'y trouve le sauvage, le primitif. Alors on pourrait se dire voilà, qu'est-ce qui est sauvage? C'est quelque chose où il n'y a pas beaucoup de civilisation, il y a pas beaucoup de. Il a mis sauvage et primitif ensemble. Écriture, pas d'écriture, quelque chose qui serait simple. Voilà, on est tout nu, on se baigne, on s'en fout, on pose ses affaires et le paysage lui-même est simple, assez peu traversé par les humains. Mais il ajoute quelque chose qui est merveilleux d'intuition. Quand mes sabots résonnent sur ce sol de granit, j'entends le ton sourd, mat et puissant que je cherche en peinture. Voilà, une sorte d'équivalence, un petit clin d'œil aux équivalences qu'on verra avec Baudelaire. Voilà, qu'est-ce qui pourrait donner l'impression de quelque chose de sourd et mat comme un son de sabot sur des cailloux? La peinture de Gauguin va chercher ça. Elle va chercher en jouant assez avec la couleur, mais en étonnamment mélangeant sa couleur, travaillant sur des toiles assez mates, assez absorbantes, avoir une couleur qui est moins brillante, moins jolie, entre guillemets, un peu sourde, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire les formes vont se simplifier, les arrière-plans, vous vous souvenez de cette perspective de théâtre qu'on a découverte, on a assez peu de différence. Finalement, l'arrière-plan ici est aussi foncé que l'avant-plan devant. Et finalement, c'est la découpe des personnages, le lien du bas vers le haut par les arbres qui sortent jusqu'en haut et qui se mélangent aux nuages. Finalement, le très arrière-plan se mélange au très avant-plan, si je peux oser le dire de cette façon-là. On a des personnages qui sont emboîtés les uns dans les autres à tel point qu'on ne sait plus qui est avec qui. Voilà,
composer sur des arrondis, c'est permettre à la toile de tourner et d'être d'égale valeur dans la façon de distribuer les surfaces. C'est là où la peinture devient de la peinture pure, un traitement pur qui lui permet de coller son copain Laval sur la droite de l'image avec une céramique bizarre et des mangues. Voilà, il part après cette dernière exposition de 86 impressionniste. Il quitte Pont-Aven et il s'embarque avec… Voilà ce que je voulais vous préciser. Je ne suis pas un peintre d'après-nature. Aujourd'hui, moins qu'avant. Tout chez moi passe par ma folle imagination et c'est cette phrase-là qui est importante. Ma peinture est une abstraction. C'est pas la réalité qui l'intéresse, c'est ce qu'il va en faire. Comment il va travailler ces éléments-là pour les mélanger. Il part donc avec son copain Laval en Martinique. Expérience incroyable. Il part à Panama, il va y peindre 17 toiles. Voilà, le Gauguin qui commence à découvrir autre chose et qui, vous allez être très étonné, s'intéresse tout autant à la couleur, à la simplicité de la couleur, à la simplicité des façons de s'asseoir, des façons de se balader dans l'espace. Ça, c'est une toile de Laval. Voilà, un artiste qu'on connaît peu, mal, qui a la même force que Gauguin. Ils sont deux. On a du mal à distinguer l'un de l'autre. Il revient de ce voyage en Martinique et au Panama où il a vraiment changé sa palette et transformé son intérêt pour cette autre et cette ailleurs. Il croise des gens à Paris. Il y rencontre, voilà, c'est la cueillette des fruits qu'il a faite là-bas aussi. Il y rencontre, on dirait autre chose. C'est encore un tableau de Laval, on dirait des choses presque simples, presque enfantines, mal dessinées, mais dans la façon de construire l'espace, très élaborée. Vous voyez les petites biquettes ici, mais la façon dont la perspective s'enchaîne les unes avec les autres, des plans les uns devant les autres, on n'est pas du tout dans le simple. Par contre, on est dans une façon de construire son image, comme je vous le disais là, le sol peut devenir rouge, l'arrière-plan est bleu, les montagnes ressemblent à des arbres. Peu importe, la touche se fait penser à ce qu'on a vu avec Van Gogh. La touche est rythmée par petites hachures. Le mélange va être optique, il va être visuel, il n'est plus du tout sur la palette. On ne mélange pas les couleurs pour en faire des tons. On va hachurer, mettre côte à côte des éléments qui vont faire vibrer la couleur. Voilà, Gauguin rejette les peintures académiques qui transpirent pour copier servilement l'aspect des choses. Peu importe que les ondes soient bleues, roses ou violettes, il faut que l'œuvre soit harmonique. C'est-à-dire, ce sont les rapports de couleurs les uns par rapport aux autres qui les intéressent. Parce que finalement, le naturalisme de Courbet, l'académisme, c'est pour lui de la viande putride. Il ne s'agit pas d'être précis, en fait. Il s'agit d'accorder des tableaux qui soient fidèles et égaux aux rêves et qui produisent un monde. Voilà, le tableau lui-même, et c'est là où on est en train d'être dans l'abstraction, c'est que la couleur, qu'est-ce que je mets à côté d'un bleu? Est-ce que je mets un orangé? Je peux presque peindre ce petit bout-là et puis ne pas savoir où je me trouve dans la toile et puis rajouter un trait de bleu qui va servir de cerne et puis faire vibrer ma couleur avec un vert qui vient du dessous. Puis le gris, ben, je le cerne pas parce que j'ai besoin qu'il s'en aille un peu en arrière-plan. Et ici, j'ai besoin d'un clair. Il n'y était pas forcément, j'invente en vous commentant de cette façon-là, mais il va nous faire ressortir cette posture de main qui est si importante et qui fait un jeu avec les arrière-plans. Voilà, tout dans la toile va devenir motif à abstraction. Petite coquetterie merveilleuse. Il va, en revenant à Paris de cette interruption martiniquaise, passer à Pont-Aven, on va y venir, mais à la rue Blanche, il y croise des gens dans l'atelier et on pense, alors il y a bataille, que cette image est celle de Gauguin, mais que ce serait peut-être Van Gogh ici. Les spécialistes s'affrontent. À Pont-Aven, 4e étape sur 5, parce que l'impressionnisme, le premier Pont-Aven et ses sons sourds, ce Panama et cette façon de composer qui va vers l'abstraction, il y a un renouveau qui l'intéresse. Voilà, qu'est-ce qu'il cherche dans ce deuxième séjour? Pour ceux qui ont du mal avec les dates, 1888, on va s'en sortir, ça sera facile à ressortir dans une disserte puisqu'il y aura un terreau à la fin de tout ça. Il juxtapose des aplats de couleurs pures, il supprime les détails. Là, il se fout de copier servilement la couleur, une langue profonde, mystérieuse. La couleur devient une langue en soi. Alors, il va à Pont-Aven
retrouver quelque chose de simple, qui n'a pas bougé, qui est à l'identique. Il y a des gens qui font du marketing territorial, ils se reconnaîtront que pour montrer que la Bretagne a d'autres modernités à nous vendre, mais elle a aussi une espèce de discours sur quelque chose de très ancien. Et c'est ça qui est étonnant de penser que finalement, dans cet enthousiasme de Van Gogh, je reviens au livre de Lionel Richard pour les gravures japonaises, en 1887, il avait organisé une exposition d'estampes et Gauguin va s'intéresser aux divinités hindoues, à des choses du Cambodge. Pourquoi il va à Pont-Aven? Voilà, il y croise et il devient. On parle d'école de Pont-Aven à ce moment-là. Il croise un jeune homme qui a une carrière remarquable qui s'appelle Émile Bernard, qui va après cette parenthèse-là, en croisant voilà des choses assez pointillistes, j'y viendrai après, en y inventant et en se revendiquant de l'avoir inventé le cloisonnisme, c'est-à-dire les formes fermées avec une ligne dessinée. Il est avant notre copain Van Gogh et Gauguin. Gauguin va prendre cette formule et va le faire mieux que lui, c'est injuste la vie. Voilà, il va faire cet autoportrait avec Gauguin qui va envoyer à Émile Bernard fait un autoportrait avec Gauguin qui l'envoie à Vincent Van Gogh, je vais y arriver. Voilà le Émile Bernard audacieux de composition avec des formes encore plus simplifiées qui nous amène vers un exotisme qu'on pourrait imaginer sorti de formes simples, presque. J'en ai parlé il y a peu d'art brut, de personnes qui n'auraient pas appris à dessiner, de figurines presque. Et c'est là où on rejoint notre intérêt pour les gravures, pour les estampes simples, à tel point que la cueillette de Émile Bernard ressemble à des sortes de monticules simples qui passionneront Munch, dont je parlerai dans 2 cours. Encore Émile Bernard avec cette audace de composition incroyable. C'est tout à fait passionnant, Émile Bernard, parce qu'en sortant de cette période de Pont-Aven, il fera rien de bien, rien de terrible. Regardez et vous me direz. Encore un Émile Bernard, Madeleine au Bois d'Amour, on a eu l'amorce de quelque chose qui va passionner les artistes, les nabis, Maurice Denis, Bonnard, Vuillard, qui vont venir à Pont-Aven rencontrer Gauguin, le questionner sur sa façon de travailler et s'intéresser à cette simplicité des aplats, de la couleur, la suppression du détail, on l'a dit, mais aussi cette forme de symbolisme, c'est-à-dire d'image qui suggère des mystères. Voilà, Toulouse-Lautrec fait le portrait d'Émile Bernard. Voilà à quoi travaille Gauguin quand il est en contact avec Émile Bernard. Et voilà la transformation du travail encore de Gauguin. On est encore plus loin dans la simplicité, on est plus loin dans l'abstraction. Voilà, une jeune Bretonne complètement folle de mettre ses pieds dans l'eau. L'eau, bien sûr, quand on est breton et dans le froid de l'eau, on a des hallucinations. Elle est devenue orange, l'eau. On n'est plus capable tout à fait de voir où est l'eau, où sont les reflets, est-ce que c'est le sol. Voilà, l'eau est orange et donc l'ombre de l'eau est bleue, sans doute. On a quelque chose qui ressemble à de l'abstraction, et je l'ai fait exprès pour vous faire une petite surprise. On a des motifs qui font que les premiers plans sont comme les arrière-plans traités de la même façon. Et même très audacieux, une composition en double oblique. Et on a comme un V qui fait ici un X croisé. Le regard accentue les lignes et on ne fait presque plus disparaître les lignes de force. Et même, on va jusqu'à les accentuer en mettant des éléments importants. Le museau du chien ou le museau de la dame sur l'axe central. Chien qui est presque doublé par l'ombre au sol de ces personnages. Deuxième réponse à la question, il faut étonner quand on est dans une époque moderne. On est en train de bouleverser les références de composition, de cadrage. Voilà, le capitaine Jacob est en portrait, mais demi-nu, une vache qui sort la tête de la photo, elle a bougé. Non, elle est là pour apporter un motif, un premier plan. Elle n'est plus qu'un prétexte. Et encore plus étonnant, un nu de Bretonne, c'est très rare. Elle se laisse pas déshabiller facilement. J'en connais pas, mais je l'ai ouï dire. Et encore plus quand c'est en pleine chaleur, de dos, gardant sa coiffe, sa robe, presque plus indécent encore, cachant un cochon et sa petite queue qui dépasse. Très étonnant quand même. On est dans un nu d'un érotisme breton. Difficile à décrire, je passe mon tour. Voilà, on a des compositions par les points de vue supérieurs, des choses qui deviennent très très fortes, des compositions de vue du dessus de nature morte, à tel point qu'on ne voit plus les objets ni leur ombre, ils sont à peine différenciés, et que les personnages à l'arrière-plan, toujours 1888, deviennent comme des masques, comme des fantômes.
les petits Bretons luttants, puisque c'est une spécialité qui n'est pas que gréco-turque, deviennent un seul corps ne formant qu'une seule masse. Là, ce autoportrait de Gauguin, je fais l'aparté, il passe à Arles quelques mois avec Van Gogh, il lui dédicace ce petit portrait au Misérable, et il y peint c'est un de ses chefs-d'œuvre de 1888, Les Aliscamps. Pourquoi c'est un chef-d'œuvre? C'est facile à résumer. En fait, il n'y a rien dans cette œuvre, ça n'a aucun intérêt. On ne voit pas les gens, on ne voit pas l'arrière-plan, on ne sait pas trop c'est quoi les verdures sur le côté. La façon de travailler le fond, on pourrait penser que les touches devraient partir en oblique pour suggérer la fuite, en fait, le fait qu'au loin, ce chemin se rétrécisse. Non, 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 les lignes, les façons de poser la touche sont les plus verticales possibles pour suggérer la planéité du support. Voilà, l'équivalent travaillé par Van Gogh, pas du meilleur Van Gogh au même endroit, dans les Aliscamps. Voilà, le Gauguin, j'avance pour la 5e partie en Bretagne. En croisant ce Van Gogh, je reviens à Lionel Richard. C'est le Van Gogh de 1887 qui avait exposé au Tambourin dans un café de l'avenue de Clichy des estampes. Et c'est là que Gauguin avait découvert, en le rejoignant en 88 à Arles, sa collection. Mais le cheminement spirituel de Gauguin témoigne le mieux du nouvel engouement exotique. Il accomplit le pas vers la conviction qu'il lui faut s'affranchir de la tradition européenne. Voilà un dernier portrait breton. On a un jeu très passionnant aussi avec les écritures chez Gauguin, des choses qui sont à l'intérieur de l'image de l'écriture. Voilà un jeu de décadrage incroyable, un jeu de force de couleurs invraisemblable. Une merveille. Qu'est-ce que vous voyez en Bretagne, quand vous priez, vous avez des hallucinations, vous voyez un Jacob qui lutte avec l'ange, et le sol est devenu rouge comme à Roland-Garros. Oui, 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 vous êtes loin, vous êtes en Bretagne et ailleurs en même temps. Là, on a des choses qui sont encore Laval qui le recroise, des carnets qui deviennent intéressants à travailler, et quand il rejoint à Arles Van Gogh, il va transformer sa façon de travailler. Voilà, je l'ai passé vite, le tableau de Sérusier qui vient le rejoindre à Pont-Aven, et il en fait un petit tableau, le talisman qui va devenir le symbole des nabis et de la peinture abstraite. J'avance, voilà, j'aime beaucoup ce genre de décadrage. Le cheminement spirituel de Gauguin témoigne le mieux du nouvel engouement exotique. Il accomplit le pas vers la conviction qu'il lui faut s'affranchir de toute la tradition européenne. Le rêve le hante de reconquérir la pureté du paradis perdu. Et le voilà parti, après avoir vu ces Javanais à l'Expo universelle de 89. Il est complètement fasciné. Gauguin est attiré par le pavillon de Java et les danses hindoues pour le palais du Cambodge. Saisi, c'est une citation d'une terrible démangeaison d'inconnus, comme il l'écrit à Émile Bernard en août 89. Il imagine fuir au Tonkin. Voilà une sculpture vert, vase de Gauguin. Et voici que se présente à lui la destination idéale, Tahiti, la cithère de l'Océanie. Il écrit une lettre, trouver un mystérieux autrefois. Voilà, c'est intéressant. Aller ailleurs, c'est aussi aller avant. Je parlais de jeu avec l'écriture. Faire neuf, remonter aux sources, à l'humanité en enfance. Dans sa quête d'un bonheur, on quitte la Bretagne, toc, accélération. Autre chose à montrer. Petite lettre à Monsieur le ministre pour partir à Tahiti. Et voilà, à Tahiti, dans sa quête d'un bonheur au sein de la nature, dégagé des contraintes de la civilisation, son premier séjour à Tahiti de juin 91 à juin 93 lui confirme que l'Occident est pourri. Que la vieille Europe, il découvre un cortège pour la dépouille de Pomaré quand il arrive là-bas. Et il fait ce tableau extraordinaire de fête autour du feu. Ce premier chef-d'œuvre Vaine noté Tiare, puisqu'il va commencer à s'intéresser, et c'est là toute l'ambiguïté à creuser en lisant ses carnets et ses lettres, à s'intéresser à un autre peuple que lui, à une autre langue, à une autre façon de faire. Et on peut vraiment être partagé entre un Gauguin qui va quelquefois prendre leur défense, s'intéresser à eux, vivre avec eux, vivre comme eux, parler leur langue, et en même temps garder cette, sans doute qu'elle est impossible à retirer, cette froc d'occidental.
Voilà, alors, ce qui est passionnant, c'est que venant avec son univers, puisque c'est ainsi qu'on a appelé la Joconde tahitienne, mais oui, finalement, il y a dans la posture, dans le fond, quelque chose d'une histoire de la peinture d'avant. Voilà, il tente de s'immerger dans la culture des Maoris, dans l'ancienne religion océanienne, et parce que Baudelaire lui-même avait dit dans Parfum exotique, il faut trouver une île paresseuse. Cette soif d'une évasion pour elle-même, sans destination précise, a gagné une nouvelle génération comme échappatoire aux maux de l'ère industrielle. Qu'est-ce qu'il fuit en faisant ça? La surpopulation des villes, l'habitation insalubre, l'excès de travail, la fatigue des nerfs. Voilà ce qui se découvre pour Gauguin. Des portraits, des compositions, avec, on pourrait le dire, presque documentaire au début, des façons de vivre autrement, des façons de s'asseoir autrement, de s'habiller, de porter des toges. Un mélange inquiétant, dit Mirbeau de lui, de splendeur barbare, de liturgie catholique, de rêverie hindoue, d'imagerie gothique, de symbolisme obscur et subtil. Finalement, on ne va pas demander à Gauguin d'être précis dans l'étrange et dans l'étranger qu'il découvre. Il mélange tout. Mais ce qui est nouveau et qui nous intéresse et qui va révolutionner l'histoire de l'art, c'est que cet étranger donne un vocabulaire nouveau. On pourrait presque, je ne vais pas exagérer, mais cette personne allongée, on pourrait presque composer ce tableau de cette façon-là. On serait du dessus, on les verrait par-dessus, et de toute façon, l'arrière-plan au loin n'est pas plus clair ni plus foncé que le précédent. Voilà, tout est inversé, tout dans la façon du tissu ici. Il est traité avec les mêmes couleurs que ce qui est au fond ici. Et on peut s'amuser à voir une branche, peut-être du vert qui nous aide à nous guider. Cherchez pas à être guidé, cherchez à lâcher le bord, à ne plus savoir. Finalement, on a des bandes bleues comme un code barre et puis des bandes jaunes, rouges et vertes dans un autre sens. On a des personnages qui, dans leur torsion, dans la déformation de leur visage, dans la déformation merveilleuse du tissu qui devient l'écume de l'eau. Et dans cette espèce, c'est moi qui l'invente, mais de taupe géante, une forme presque animale qui fait l'eau, qui fait la terre et qui fait le rivage. Tout à fait étonnant. Cette façon de convoquer l'Égypte dans la façon d'organiser le rythme qui se lie, et voilà ce qui a changé, de droite à gauche, une toile qui ne se lirait pas dans le même sens que prévu. Avec le cadre, c'est pas la même chose que sans, une façon d'intégrer des éléments. On le verra, une référence à un personnage qui a été peint en solo et qu'il reprend dans une autre toile. Voilà un autre chef-d'œuvre avec ce chien rouge en premier plan, avec cette façon d'évoquer la montagne sacrée. Le Dieu est ici, il est encore loin, et il lui permet sur un fond clair de faire ressortir tout le rythme presque mélodique de l'ensemble. Voilà, et encore plus spectaculaire, sur la mort qui te surveille, l'esprit des morveilles, c'est-à-dire la peur de la jeune fille de la nuit, ce qui apparemment est le cas des Tahitiens. Je ne connais pas assez pour oser prétendre savoir quoi que ce soit sur ça. Et donc, dans le sommeil, l'esprit des morts te surveille. Là, Gauguin peut citer à l'intérieur de son propre tableau son tableau lui-même. Et on a, à partir de Tahiti, des choses merveilleuses dans des carnets merveilleux. Des dessins mélangés à des aquarelles, des postures qui ne sont pas des façons de se tenir comme on en a l'habitude en Occident. Un intérêt pour la photo, hop, c'est rigolo ça. Dans sa case, on découvrira à sa mort des photos qui lui ont servi à travailler. Des postures encore, et une façon de faire ressortir cette posture extraordinaire de couleurs. Voilà, les carnets qui sont les premières merveilles. Oui, j'ai parlé de translation d'images incroyable. Presque du Dürer et japonais en même temps. Une façon de jouer avec le cadre dans la page, une façon de mélanger l'écriture, la gravure, des tampons, des photos, qui deviendra un livre qui va être édité en France. Et ce qu'il dira de ce séjour à Tahiti, l'expérience que j'ai faite à la Martinique est décisive, la seule où je me suis senti vraiment moi-même. C'est en allant vers l'extérieur qu'il va découvrir qui il est.
des gravures, des peintures, et il me faut aller avancer pour conclure. Le silence de Tahiti qui lui parle, il va travailler avec tous les moyens du bord, les choses les plus sommaires, les plus brutales, lui permettre, quand il revient à Tahiti où il va mourir, le voilà passant chez Mucha, dont on verra tout à l'heure quelque chose, il va trouver une autre femme, peindre beaucoup, jusqu'à la maladie, encore reconduire cette tahitienne comme une nativité, et voilà le transfert d'une zone de référence à une autre. Tout le chromatisme éclatant et profond de Gauguin, toute la splendeur de tâches dont chacune est composée, rehausse sa voisine. Le clin d'œil que je vous ai expliqué avec Monet, chaque chose joue avec sa suivante. Et voilà la chair de la couleur, finalement. Une façon de passer d'une étude à autre chose. Et un de ces chefs-d'œuvre, d'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous? On a un peintre philosophe, toile qui se lit de la droite, la naissance à la gauche, le personnage qui sera presque la mort et presque deux angles ouverts. Voilà la musique que je voulais vous faire écouter. De Gérard Mansett, que vous connaissez peu. Esprit des merveilles, blancs aux ailes jaunes, sur fond de montagne, les sentiers violets.